de Star Wars pour cette édition spéciale enregistrée live. Montréal Comic-Con, deuxième fois. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Star Wars en direct ou non. Et encore à la Star Wars Célébration, fin de la journée 2, et on va vous parler un peu de nos impressions. Il y a Sébastien et Fabien qui ont eu la chance, les deux bonnets, de voir la conférence sur l'épisode 9 live au Wintrust Arena. Juste te dire, une autre raison pourquoi j'ai pas pris les deux autres dioramas, je ne voulais pas m'acheter une minifig. OK. Je ne voulais pas commencer avec une minifig. Fait que je me suis dit, ça se tient. Toujours super bien expliqué par David W. Collins, décortiquer la pièce Across the Stars, Alors, si on regarde le contenu en arrière, donc ça dit qu'il y a 16 miniatures d'inclus, 23... Obi-Wan Kenobi, mais c'est ça, c'était même pas tout le monde, ce qui était quand même un peu dommage. Pas eu de popcorn, pas eu de fromage, j'ai pas besoin de peu que ce soit, là, vraiment poche à ce niveau-là. On vous laisse la surprise. Laisse la surprise, mais c'était sensationnel d'avoir ça. C'est à peu près 6 à 8 minutes, je dirais, environ, qui raconte un peu, d'après moi, c'est un des premiers épisodes où est-ce qu'on... c'est le premier épisode pour moi. Où est-ce qu'on voit quand il va obtenir sa mission, en fait, qui va mener à toute la saison. Laisser Juliane nous donner comme son petit rapport émotionnel avec la découverte du faucon. wow! All right. Well, sadly, we can talk about this show for hours, but this is all the time we have. So I have to ask you one final question to the both of you. If you could pick a side, which would it be, Amandla? Light side or dark side? I am personally a fan of the Grey Jedi Code. I like that. Manny, light side or dark side? I don't know, dark side, the dark side, it kind of goes with my vibe, just dark. Just brooding. Right. Yeah. Well, thank you so much again to both of you, and we'll see you soon on The Acolyte. Thank you. Thank you so much. Bienvenue tout le monde à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars! Merci d'être avec nous aujourd'hui à Montréal Comic-Con. Je suis accompagné de JF et de Juliane, mes deux collègues habituels de Star Wars en direct, tels que vous les connaissez si vous nous suivez déjà. Si c'est pas le cas, on vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre sur notre plateforme YouTube ou même sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. On y repassera un petit peu plus tard dans le panel. JF, je sais qu'on a eu une merveilleuse entrevue avec Amandla et Manny sur notre chaîne YouTube, dont tu as montré la fin. Vous avez vu la fin de l'entrevue, puis je ne peux être plus fier de cette dernière question et de leur réponse. J'étais vraiment content là, quand l'épisode 5 est arrivé, là, qu'on a pu découvrir tout ça. Alors, passez nous voir sur Star Wars en direct sur YouTube pour voir l'entrevue au complet. C'était pas très long, c'était le petit press junket qu'ils faisaient pour The Acolyte. Donc aujourd'hui, je vais couper l'herbe sous le pied de tout le monde. On n'est pas ici pour parler de Star Wars The Acolyte, on est ici pour parler du déclin de l'âge d'or des Jedi. Donc oui, évidemment, on va parler de Star Wars The Acolyte parce que ça touche énormément ce que l'on voit visuellement là, sur tout l'ensemble de ça. Mais notre but principal aujourd'hui, c'est de démontrer à quel point les Jedi sont imbus d'eux-mêmes vers la fin de la Haute République, et c'est ce qui va mener vers les événements qu'on retrouve dans la prélogie, dans la trilogie originale et dans la postlogie. Donc, JF. Donc ça, c'est notre petit retour, dans le fond, sur Star Wars en direct, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On fait des podcasts, des balados-diffusions, puis on a commencé en faisant de la radio-internet. Ça va faire 23 ans qu'on fait ça maintenant. On en a notre 23e année de diffusion. On a une équipe internationale autant au Québec qu'en France.
On a différentes animations et conférences qu'on fait comme ici, donc au Comic-Con de Montréal. On a fait Génération Star Wars en Europe et on a fait le festival Geek Culture ici aussi au Québec. On fait des reportages événementiels comme vous avez vu dans la petite vidéo au début avec Juliane et moi à la Star Wars Celebration. Et on avait une version Star Wars en direct en anglais qui a duré de 2003 à 2007 avant qu'on laisse le flambeau à tous les millions d'autres podcasts anglophones qui ont éclaté à ce moment-là. Puis nous, on a décidé de se focusser sur les fans francophones tels que vous êtes ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, vous faites tous partie, la foule, de notre 956e épisode. Merci énormément. Et puis, comme vous voyez, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Discord, Twitter, Threads, Instagram, Twitch, Facebook et c'est ça. Toutes nos merveilleuses plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. StarWars.direct pour le site principal. Puis ensuite, vous nous retrouvez, vous pouvez interagir avec nous sur Facebook, entre autres. Notre communauté Discord, super intéressante et quand même bien stable. Next, GF. Alors, GF, je te laisse commencer avec notre merveilleux retour sur l'ère de la Haute République. Oui, alors, comme vous le savez, si vous écoutez la série des Acolytes, ça se déroule durant la période de la Haute République, plus vers la fin de la Haute République. Mais la Haute République, ça a commencé avec le projet Luminous. Donc, ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est un projet qui avait été lancé, du moins l'idée a été lancée en septembre 2018, où ce que Lucasfilm avait invité des auteurs, donc Claudia Gray, Kevin Scott, Charles Soules, au Skywalker Ranch. Le but, c'était c'était de créer un projet qui regrouperait plusieurs médias. Et le projet Luminous a été annoncé en avril 2019. En 2020, Lucasfilm a annoncé Lucasfilm a annoncé la série Star Wars The High Republic, donc qui est une série qui recouvre des romans pour adultes, des romans jeunesse, des bandes dessinées Marvel, donc ceux qui suivent Marvel. Il y a aussi Dark Horse Comics qui font des BD. Et donc tout ça, c'est un projet qui se déroule 200 ans avant la prélogie, donc l'épisode 1. Donc c'est une période qui n'a pas été développée côté média auparavant. Donc ça donnait un peu comme le feu vert à créer de nouvelles histoires. La série de High Republic se déroule en 3 phases. La première phase s'appelle La lumière des Jedi. Donc, tout a commencé avec le roman Light of the Jedi de Charles Soules qui est paru en janvier 2021, qui devait paraître en 2020, mais avec la COVID, comme n'importe quoi, tout a été retardé. Donc, le roman, c'est comme l'élément déclencheur de la série La Haute République. Donc, il y a un vaisseau qui est détruit en plein milieu de l'hyperespace et plusieurs morceaux de ce vaisseau-là sortent de l'hyperespace et détruisent des planètes, des lunes et tout. Donc, c'est comme ça que l'histoire commence. Donc, on va pas aller dans les spoilers, on va pas aller en détail qu'est-ce qui se passe, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre les différents romans. Il y a une deuxième phase qui s'appelle La quête des Jedi et on ne sait toujours pas pourquoi, mais cette phase-là se déroule 150 ans avant la phase 1. Donc, un prequel en milieu d'un projet. On est habitué avec ça. Oui, on est habitué avec Star Wars. Donc, la phase 2 a duré 1 an à peu près, un an et demi. Et en ce moment, on est dans la phase 3, la dernière phase de la Haute République, qui s'appelle les Trials of the Jedi. Donc, il y a 2 romans qui sont parus dans la phase 3. Le plus récent, Temptation of the Force, est paru le 11 juin dernier. Et le dernier roman, Trials of the Jedi, va paraître au printemps 2025. Mais GF, ça se situe où avec toutes nos histoires, la Haute République, là, puis dans l'histoire de Star Wars? Oui, donc si on regarde où est-ce qu'on est, la Haute République a débuté ici à 232 avant la bataille de Yavin, donc l'épisode 4. C'est le début de la phase 1. Comme je disais, la phase 2 se déroule 150 ans avant et la phase 3 se déroule 229 ans avant la bataille de Yavin.
La série des Acolytes se déroule 132 ans avant, donc près de 100 ans après, un peu moins de 100 ans après la dernière phase de High Republic. Et l'épisode 1, lui, ben, c'est 32 ans. Donc, The Acolyte, c'est vraiment 100 ans avant l'épisode. C'est ça qui nous explique, dans le fond, avec le texte bleu au début du premier épisode, où c'est 100 ans avant la montée de l'Empire. Là, donc, ça vous donne une idée où se situe The Acolyte versus le reste de toute l'histoire de Star Wars. Et justement, là, où est-ce qu'on s'en va avec la position des Jedi dans la galaxie présentement, puis comment les Jedi sont vus versus tout le reste, autant politiquement que religieusement parlant. Là. Donc, au niveau de la galaxie, JF, qu'as-tu à nous dire pour les factions politiques? C'était pas mon tour, mais oui. Donc, il y a deux factions, le gouvernement et les Jedi. Gilliane? Oui! Moi, je suis pas à jour, fait que j'ai... Donc oui, vraiment la Haute République, l'âge d'or de la République. On a une République quand même en pleine expansion. Vraiment, là, on voit les Jedi et les Républicains qui travaillent côte à côte pour développer la nouvelle galaxie, trouver des nouveaux chemins. Et vraiment, les Jedi, on va en parler plus tard, là, vraiment pour venir à l'aide des autres. Donc, on est rendu là côté Jedi. Côté galaxie, ben il y a une construction, on la voit là, la station spatiale Starlight Beacon, qui pour autant la République que les Jedi est un symbole d'espoir. Je pense que c'est là, dans le fond, qu'on oui, est en train de vraiment aller dans toute l'expansion dans les territoires extérieurs là, du Outer Rim. Puis c'est c'est comme ça qu'on découvre un peu les nouvelles races, les nouvelles colonies qui se créent là. Et puis la manière dont on comprend que ça va être vraiment sérieux comme série, là, le Project Luminous, ben JF, est-ce que tu veux spoiler les gens dans la salle? On peut poser la question dans le fond, est-ce qu'il y en a ici qui suivent le Project Luminous depuis le début? Qui est-ce qui lit la Haute République? Oh, quand même. Fait qu'on a 4 personnes qui seront pas surprises des choses qu'on va dire. C'est bon. Donc, ben, à la fin de la première phase, on vous donne un spoiler. De toute façon, vous ne l'avez jamais vu dans les films ou dans les séries récentes. Ben, malheureusement, Starlight Beacon ne sert plus à rien parce qu'elle n'existe plus. Elle a été détruite. Puis c'est là qu'on remarque à quel point les Jedi peuvent prendre un gros coup de poing en plein visage. Puis ils réalisent à quel point ils ont des ennemis qui sont puissants puis qui sont forts. Ils s'en sont pas rendus compte aussi. Puis qui ont pas vu venir ça exactement. Puis qui sont restés très surpris du pouvoir des Nihil par rapport à ça. Les Nihil, puis la raison pour laquelle la phase 2 est importante, c'est que ils découlent d'une faction un petit peu semi-religieuse du pouvoir de la main où on dit on n'est pas contre les Jedi, on n'est pas contre les Sith, on n'est pas contre les usagers, mais on est contre les usagers de la Force en fait. T'sais, la Force n'est pas une ressource qui devrait être utilisée. Puis si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà entendu ce discours-là dans le 3e épisode de The Acolyte, qui est donc similaire à ce qu'on entend là, des sœurs du couvent qui ont élevé Osha et May là, dans la série. Donc, vous voyez que c'est pas quelque chose de nouveau dans l'univers de Star Wars, cette mentalité-là, mais les Nihil sont extrêmement violents par rapport à ça, versus le couvent qui a tendance à rester comme un petit peu dans leur coin puis dire « Nous, on veut faire nos choses, foutez-nous la paix ». Puis finalement, les Jedi viennent mettre un peu le bordel là-dedans. Donc, c'est pas mal là qu'on est au niveau de la galaxie à ce point-là. C'est un bel essor, puis tout va presque pour le mieux à ce moment-là, jusqu'à ce que les Nihil débarquent et qu'ils commencent à foutre beaucoup le bordel. Puis là, évidemment, ben, on arrive avec les Jedi, donc leur mentalité et les déclins. Évidemment, les Jedi ont l'illusion d'être guidés par la Force et de faire le bien. À cette époque-là, on a encore différentes factions dans les Jedi, incluant des Wayseekers, des gens qui vont vraiment plus suivre la Force, comme Qui-Gon dans l'épisode 1, qui se fait dire par Obi-Wan « Ah, mais tu sais, si tu faisais ce que le Conseil veut, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème. » Puis lui, il dit « Je vais faire ce que la Force veut que je fasse. »
Ben voilà, c'est ça. Les Wayseekers, c'est vraiment de cette façon-là qu'ils vont un peu se détacher de l'ordre Jedi pour aller suivre là où la Force les envoie dans la galaxie, là où ils ont besoin d'être à ce moment-là. Alors que le dogme des Jedi de vraiment comme conserver comme la main sur tout le monde n'existe pas encore à ce moment-là. Il y a beaucoup de flexibilité aussi dans l'interprétation de la Force, dans le rôle des Jedi dans la galaxie. Les Jedi sont beaucoup plus humanisés, ils font beaucoup plus de relations avec les gens. Donc, il y a beaucoup de suivi qui se fait à ce niveau-là. Et c'est une entité indépendante qui n'est pas liée à la République, ni au gouvernement bureaucrate, ni quoi que ce soit. Donc, le Sénat n'a pas vraiment de oui-dire sur les actions du Conseil Jedi. Ils vont pas les envoyer faire des missions nécessairement. Ils vont parler avec eux pour justement se dire « Ah, faudrait peut-être qu'on fasse ceci, peut-être qu'on fasse ça. » Puis on voit qu'ils sont comme sur un pied d'égalité. Tandis que plus on avance dans l'ère de Star Wars, plus c'est l'inverse, plus les Jedi deviennent un outil pour le gouvernement. Donc, présentement, dans la Haute République, les Jedi sont présents un peu partout dans la galaxie pour aider aux besoins. On le voit dans la série The Acolyte sur Olega, entre autres. On voit Indara au début de la série au complet aussi sur sa planète. Donc, il y a des temples secondaires, des temples un peu comme des auxiliaires. C'est ça, des ouais. ambassades là où les Jedi peuvent aller. Il y a des Jedi qui sont investis à la bienveillance des habitants de la galaxie, c'est ce qu'on remarque. On voit qu'ils sont là pour justement garder la paix, mais aussi faire fructifier là, tout l'univers. Il y a beaucoup d'habilités de la Force qui sont démontrées au niveau des Jedi dans la Haute République. Donc, il y a beaucoup d'harmonie. On a Avar Kriss, qui est la héros de Edzal, qui, elle, entend carrément la Force comme une chanson. Donc, elle aperçoit comme des notes et tout. Et puis, quand elle est comme semi-coupée des autres Jedi à un moment donné dans l'histoire, ben, la chanson de la Force, pour elle, ne résonne pas de la même manière. Donc, c'est là qu'on s'en va voir qu'il y a beaucoup des pouvoirs qui sont beaucoup plus puissants que ce qu'on connaît. Puis, il y a peut-être des raisons pour ça que dans le futur, ça va être un petit peu moins recherché. Là. Donc, pour garder justement le contrôle là, sur les Jedi dans la galaxie. Donc, une chose que je trouve quand même le fun de Luminous jusqu'à présent, là, de la Haute République, il y a la règle qui est de ne pas avoir d'attachement qui est présente, qui est bien là dans l'histoire, mais les Jedi, ils ont quand même des grosses relations d'amitié, comme Anakin et Obi-Wan, puis il y a même des Jedi qui tombent en amour. Donc, on parle de Elzarman et Avar Kriss présentement dans la série qui ont une grosse histoire où ils sont vraiment ensemble puis il y a des choses qui se poursuivent. Donc, on comprend puis on perçoit qu'il y a des choses qui sont vraiment différentes au niveau du dogme Jedi que l'on connaît. Et les Jedi ne mettent pas de côté ou ne bannissent pas les Jedi qui ont des erreurs puis qui vont flirter avec le côté obscur. Donc, même, il y a une belle scène là, dans le dernier livre, La Tentation de la Force, où Yoda... qui, encore... Au moins, lui, il est déjà vivant à cette époque-là. On reviendra là-dessus. Vous voyez, je l'ai ici, on reviendra là-dessus après. Donc, même Yoda va expliquer à Elzarman, oui, tu as fait des erreurs dans le passé, mais il y a personne qui est assis ici sur le conseil qui en a pas fait. Nous, on est là, puis on a été capable d'accepter ces erreurs-là, puis de vivre, passer celles-ci. Donc, c'est intéressant de voir justement là, ces changements philosophiques-là versus qu'est-ce qu'on connaissait dans le passé. Donc, il y a vraiment de l'approfondissement là, qui se fait dans ce coin-là. Si on peut penser aux Jedi de la prélogie, donc qu'est-ce qu'on connaît le plus, mais on voit vraiment qu'il y a vraiment une séparation. On voit des Jedi vraiment reliés avec le code, doivent suivre ça à la lettre, et on s'en doute, ça va les mener à leur déclin. Il y a quand même des Jedi, tu en as parlé tantôt de Qui-Gon, qui suivent leur voie. On pense à Anakin, bien sûr, même à Ahsoka, qui suivent leur voie, leur propre code. Et ensuite, un Jedi qui touche au côté obscur, bien, malheureusement, on lui donne pas de chance. on l'expulse carrément de l'ordre ou alors on l'emprisonne. On peut peut-être penser ici à Barriss Sophie. Qui est une Mirialan, mais je veux pas faire de lien. Oui, on va en parler plus tard. Peut-être faire le lien avec la prélogie du roman de Living Force, qui ne fait pas partie de la Haute République. Il y a Yoda qui est présent dans ce roman-là. Et on parle dans ce roman-là de la dissolution des temples Jedi. Vraiment, là, on voit qu'ils se retirent du peuple.
Et, pour aller trop dans l'histoire, Qui-Gon donne un défi au conseil pour dire « Rapprochez-vous des gens. Les gens ont des craintes, se sentent plus supportés, ils se sentent abandonnés. » Donc, vraiment, on rencontre comment ils essaient de se réapproprier la confiance en faisant une célébration sur la planète Cohen, dans le fond, pour fermer un temple. Donc, c'est vraiment une célébration, mais on ferme... On se retire un peu du public. C'est ça, exactement. Et c'est abordé dans The Acolyte aussi, le recrutement très jeune des enfants sensibles à la force. On va peut-être pas tout dire ce qui se passe dans le roman, mais c'est abordé là, à la fin, là, comme quoi que ce qui se passe présentement avec l'Ordre, c'est pas normal pour le recrutement. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus ouvert d'esprit puis spécial. Mm-hmm. JF, il y a une personnage de la série de livres que l'on retrouve dans la série The Acolyte. Est-ce que tu veux nous l'introduire? Oui, alors c'est Vernestra Oro. Donc, on peut voir ici, c'est à droite sa version The Acolyte et à gauche, c'est les deux versions qu'on voit dans la Haute République. C'est la plus jeune maître Jedi de l'histoire. Elle est capable d'avoir des visions du futur quand elle est en hyperespace. Et c'est pour ça, dans le dernier épisode de The Acolyte cette semaine, il y en a mention un peu. Il y en a mention un peu quand un des Jedi il lui dit tu tombes pas malade quand tu es en hyperespace. Puis elle dit non, je tombe pas malade, c'est juste pas plaisant. Donc c'est ça, c'est qu'elle a ses visions du futur. Ce qu'elle a de particulier, c'est son sabre laser, c'est un fouet. Ben, c'est pas un sabre, c'est un fouet. C'est ça. Puis après avoir perdu son ami, je me souviens plus du nom. C'est ça. Elle devient Waysaker. Et elle a été maître d'un Jedi qui est presque tombé du côté obscur. Et elle est peut-être maître d'un autre Jedi qui est tombé du côté obscur. On ne sait pas encore, mais c'est ça. On a des bons indices là-dessus. Alors, voilà. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que tout le monde ici a suivi la série The Acolyte? Oui. La suite? OK. D'accord. On avait 2 questions, je vais les prendre rapidement. Pause. La série Acolyte, est-ce que c'est avant, est-ce que tu es exactement dans l'histoire, est-ce que c'est tu es avant la menace fantôme ou avant la menace fantôme. 100 C'est 100 ans avant la menace fantôme. Ouais. Mon point tout à l'heure, c'était rapidement. Tu as mentionné les nouveaux pouvoirs sur les. Puis tu as mentionné le fait que Evan Chris est capable d'entendre la chanson, mais ce qui fait vraiment son nouveau pouvoir, c'est qu'il est capable d'harmoniser ensuite. Aussi. Ouais. La force des différents. Qui est très. Faire des affaires complètement parce qu'elle concentre. Ben, c'est très similaire aussi à la Jedi Battle Meditation qu'on connaissait de l'univers Legends. Donc, ça ramène un peu des points là, qu'on avait déjà connus, mais ça, c'est quand même intéressant. Donc, on va se lancer dans The Acolyte. Oh! J'ai une petite question. Oui. Vraiment ridicule. Jusqu'à quel point vous allez présenter des informations de l'émission? Parce que j'ai pas encore eu le temps de la commencer. OK. On va... c'est spoilers. Ça va être spoiler. On tient à le dire. Fait que s'il y a des gens qui veulent vraiment, vraiment pas rien entendre parler de l'émission, on vous invite à sortir. Là, c'est le temps. On vous aime quand même. Vous pourrez regarder cette émission sur YouTube par la suite. Donc, JF, est-ce que tu veux te lancer dans la... Ouais. Parfait. OK, donc la série The Acolyte, on a 6 épisodes qui paru sur 8. Donc la série, comme je disais, se déroule 100 ans avant l'épisode 1. Tu as parlé brièvement du texte d'ouverture tantôt. Donc le premier épisode, il y avait le texte qui indiquait justement qu'il n'y avait pas eu de guerre massive de la République, ce qui est on a trouvé ça un peu étrange parce qu'il y a justement là où il y a la série La Haute République. Pour ceux qui suivent les livres, c'est comme une grosse guerre qui se passe quand même plusieurs années avant, là, on s'entend. Mais c'est quand même quelque chose de massif pour l'univers de Star Wars. Puis là, on se va dire, oui, mais tout le monde habite dans la paix depuis des siècles. Donc encore une fois, on voit qu'au niveau de Lucasfilm, ce qui est littérature, c'est toujours moins important que le visuel. Donc, c'est télévision.
animation puis film qui reste le canon décisif, là, 100%. Puis le seul parallèle, jusqu'à présent du moins, entre la série La Haute République et The Acolyte, c'est Vernistora Rwoh. C'est la seule Jedi qu'on a vue. On n'a pas vu d'autres non plus éléments de la série Haute République pour le moment. Dans la série, on parle aussi, la série touche beaucoup avec la règle des deux, donc qu'on connaît avec les Sith, mais on le voit aussi surtout avec le couvent. Il y a comme cette balance-là entre le bien et le mal, si on peut dire, de la force. C'est quelque chose qui joue beaucoup avec, même que les Jedi trouvent que c'est pas naturel. On voit, autre élément, Master Saul, il est très attaché à son ancienne padawan, Osha. Donc, c'est quelque chose que, pourtant, les Jedi ne devraient pas avoir d'attachement à ce point-là. Même sa padawan actuelle le reprend là-dessus. Oui, c'est vrai, il est critiqué par Jackie. Même Osha, on dirait que c'est comme sa fille, même. Et Jackie, c'est plus comme son élève. On voit qu'il y a vraiment du favoritisme. Oui. On va revenir au petit Easter egg de l'épisode 4, je crois, où on voyait Ki-Adi-Mundi, donc Maître Jedi qu'on voit dans l'épisode 1. Ça a fait le gros scandale. Mais il y a beaucoup de monde qui ont critiqué son âge parce que dans le non-canon, donc ça n'a jamais été canon, Ki-Adi-Mundi était techniquement pas encore né. Donc oui, ça venait du Behind the Magic que Sébastien vient de montrer. Mais bon, ce n'était pas canon, donc ils ont pu recréer, un peu jouer avec. On a vu aussi le Cortosis, qui est un élément qui officiellement dans le canon qu'on connaissait dans Légende depuis des années. Le Cortosis, donc, qui est ce genre de métal qui non seulement résiste au sabre laser, mais il semble les désactiver pendant un certain moment. Qu'est-ce que The Acolyte a apporté? Ça a fait une résurgence des haters de Star Wars, je veux dire. Je pense que c'est la série qui... on pensait que The Last Jedi et tout ça, ça avait divisé le fandom, mais The Acolyte a amené ça encore une coche plus haut. Passer un autre niveau là-dessus. Oui, c'est... Mais une chose aussi que je pense, ça va donner beaucoup d'idées pour des costumes, des props. Je veux dire, ceux qui font du cosplay, il y a beaucoup d'éléments intéressants. Surtout les Jedi qui ont 2 costumes. Ils ont comme le costume doré qui est comme un costume, pas de célébration, mais officiel de temple. Puis le costume brun-beige qu'on connaît qui est plus pour quand ils sont en mission. Donc, c'est ça. Et comme je disais, il reste 2 épisodes avant la fin de la saison. Donc, si vous êtes pas mal tout à jour où est-ce qu'on en est, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre à la fin? Avant qu'on parte avec nos théories, vu qu'on a des gens dans la salle qui ont vu la série jusqu'à maintenant, puis qu'on disait que c'était divisé, ceux qui jusqu'à présent aiment la série, levez la main. Et ceux qui n'apprécient pas tant la série, levez la main. On vous tapera pas, c'est correct. Puis mais il y a quand même de l'indécision, donc il y en a qui attendent de voir la série au complet pour faire leur jugement, donc félicitations à vous tous. Je pense qu'on a encore beaucoup de surprises qui nous attendent. La directrice principale de The Acolyte, Leslie Edlund, laisse fuir de temps en temps des petites rumeurs par rapport à ce qui pourrait s'en venir dans les 2 derniers épisodes, mais il va falloir qu'on attende pour voir où ça s'en va. Donc, voilà. Spéculation, mon Dieu. Jeff. Écoute, je pense que c'est clair qu'il va arriver quelque chose qui va forcer les Jedi à instaurer le code Jedi qu'on voit dans la prélogie, où c'est vraiment strict. Il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien. Il y a quelque chose qui va arriver avec ça. Je ne sais pas si ça va être dans la première saison, je ne sais pas s'il va y avoir une 2e saison qui n'est pas annoncée encore officiellement. Est-ce que Kimir est Sith ou non? Ça, c'est une autre question sans réponse pour le moment. Mais il aime beaucoup la règle des 2. Dans le dernier épisode, il en parlait beaucoup avec Osha, mais c'est-tu un Sith? Parce que à cette période-là, il y a Darth Plagueis qui devrait apparaître bientôt, si ce n'est pas déjà fait, qui était le maître de Palpatine, donc qui est canon, qui est officiel, hein, on le sait. Ouais. Non, je sais pas, vous autres.
Faites voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Avec ce que j'ai vu dans les derniers épisodes, comme je l'ai mentionné, ça me tenterait pas d'être emprisonné à côté de lui. Là. Il avait l'air vraiment d'un psychopathe un peu. Là, c'est de voir, il va-tu y arriver quelque chose vraiment de grave, emprisonné, tué. Il va passer du côté obscur. Moi, je pense que la porte est ouverte avec lui. Il est passé de comme mon Jedi préféré du Neighborhood à... Ouh! Ben, je le trosse pas. C'est parce que moi, ce que j'aime en ce moment, c'est qu'ils sont en train de positionner les Jedi comme les méchants. Exact. C'est ça qu'ils sont en train de faire parce qu'il est arrivé l'incident qui est arrivé avec le couvent et tout semble pointer vers les Jedi qui ont fait quelque chose de pas correct. Puis là, tous les responsables sont presque morts et on voit la culpabilité de Saul, qui est en train de perdre le contrôle. Donc, ouais. Il refoule toute cette haine-là depuis beaucoup trop longtemps. On sait que Yoda a caché plusieurs choses là, à travers les époques. Donc, la présence des Nameless, par exemple, les Levelers qui sont dans la série de livres, qui sont des créatures qui vont détacher les Jedi de la Force, leur amener une grande frayeur puis les faire dessécher en mourant. C'est assez spécial. Et il y a des archives Jedi là, qui ont été détruites dans le fond, là, comme Joe Castanou le mentionne à Obi-Wan. Si c'est pas dans les archives Jedi, c'est parce que ça n'existe pas. Exact. Eh bien, faudrait que tu parles à ta compagne libraire. Oui, je m'en occupe. Et puis, ben là, ce qu'on remarque dans la série aussi, c'est qu'il semble y avoir différents types de conseils Jedi, parce qu'on sait qu'il y a le haut conseil Jedi, puis Vernestra semble être à la tête d'un conseil de sécurité, comme je le décris là, depuis qu'on a vu les épisodes. C'est là qu'on voit qu'il semble y avoir une différente hiérarchie, où le haut conseil Jedi va être un peu moins... inclus dans tout ce qui se passe dans la galaxie, puis juste interpellé pour les choses vraiment importantes. Oui, puis on s'entend qu'elle a quelque chose à cacher aussi. Là. Oui. Vernestra. Son fouette. C'est quelque chose de spécial, effectivement. On a quelqu'un de très proche de l'équipe avec nous aujourd'hui dans la salle, Marc-Joly Corcoran, bonjour. Il y avait une question. Ben écoute, tu nous as offert un merveilleux DVD de Que le fan soit avec toi, à tirer pour plus tard. Donc, je tenais à le mentionner. Il va le signer. C'était quoi la question? J'avais une question pour elle. Oui. J'aimerais ça pour le trouver un peu. C'est correct. Non, mais je demandais tantôt par rapport à Khmir, qu'est-ce que vous pensez de la rumeur que ça serait un des premiers rounds? Il y a beaucoup d'informations justement qui courent, puis il y a beaucoup de gens qui ont mis énormément d'emphase sur le fait que justement le casque de Khmir qu'on voit en Cortosis ressemble énormément au casque de Kylo Ren. Il y a le thème musical de Kylo Ren qui découle quand on voit Khmir. Et même Leslie Headland a confirmé que la musique n'était pas là pour rien. Donc, est-ce que ça va être le premier chevalier de Ren? Il y a des chances qu'on ait la réponse d'ici la fin de la série, c'est ce qu'elle nous a dit. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Moi, de ce qu'on connaît de l'historique des chevaliers de Ren, je trouve que c'est un petit peu spécial parce que les chevaliers de Ren ils ont une affinité à la force, mais ils sont pas contrôleurs de la force. Mais Khmir, il y a vraiment un bon contrôle de la force. Je pense que ça, c'est clair. Donc, si c'est le premier, c'est un peu spécial. Puis son sabre laser aussi reflète pas le sabre de Ren que les chevaliers de Ren suivent là, dans leur mythologie. Donc... Mais, tu l'as dit toi-même, Lucasfilm se fout complètement de ce qui est fait dans la littérature. Donc, on sait jamais. Il y avait d'autres questions. Alexandre. Parce que justement, je vais rajouter là-dessus, je trouvais ça intéressant parce que dans les comic books, tu vois un peu le backstory des Knights of Ren, puis qu'au final, c'était plus des pirates que des méchants. Ouais, c'est ça. Des maraudeurs. Ouais. Puis à un moment donné, c'est juste comme il arrive une situation où ils se mettent face à l'empereur, puis l'empereur fait juste comme les électrocuter, puis genre prendre le contrôle des Knights of Ren.
puis après, on les voit plus pendant un bon bout, puis ils réapparaissent comme dans la possibilité. C'est ça. Fait que c'est une faction qui est trop petite, en fait, pour que l'Empire puis l'Empereur s'en fassent avec eux. Puis ils cherchent pas vraiment la même prise de contrôle que les Sith désirent avoir sur l'univers au complet. Là. Donc, je pense que c'est là une des différences. Puis l'autre différence majeure qui a été apportée aussi par Leslie Adlin, c'est que Kymir se bat pour sa vie et pour survivre. Donc, tout ce qu'il fait dans ses actions qu'il pose, c'est pour survivre puis être capable de faire sa vie comme il l'entend. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce qui se passe dans l'épisode 5 et puis que ça va apporter à d'autres développements aussi là, dans les prochains épisodes. Je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes de... Je peux-tu juste comme utiliser la force sans être un Jedi, tu sais, avec les sorcières, que moi j'ai trouvé extraordinaire. C'est comme, salut, genre, il y a ça qui existe dans l'univers, pourquoi c'est juste vous? Pourquoi c'est qui a décidé que c'est vous qui avez le contrôle de ça, puis que nous autres, on ne peut pas s'en servir, puis tu viens chez nous faire la police, comme, laisse-moi vivre ma vie là. Exact. Puis justement, ça, c'est un couvent, mais c'est parmi tant d'autres. On sait que les Sith Witch de Dathomir existent, puis on sait qu'elles poursuivent leurs choses de leur côté. On sait que sur Jedi, il y a plein de cultes aussi. Donc voilà, c'est ça. C'est différentes philosophies de vie par rapport à la Force. Puis c'est les Jedi qui se sont eux-mêmes mis au-dessus de ça. Et comme Kymir le dit très bien dans la série, ils se sont donné l'illusion de la paix dans la galaxie avec leur façon de faire. Oups. J'adore cette émission-là. Mais je voulais savoir, à cause des problèmes qu'on connaît, à cause de la force, à cause de... Je me demandais les problèmes qu'ils ont eu après, dans les films qu'on connaît. Je me demandais si c'était pas dû, qu'ils ont changé le code, est-ce que c'est dû au fait des deux jumelles? Ben, on sait que tous les événements qui ont lieu présentement dans la série vont avoir des impacts extrêmes là, sur la façon dont les Jedi gèrent l'ordre Jedi puis les Jedi dans toute la galaxie. Donc, oui, définitivement, la question c'était est-ce que les jumelles ont eu un impact là, sur comment les choses vont changer pour les Jedi dans le futur? Définitivement, ça semble être un point pivot important dans l'histoire de la galaxie de Star Wars. Puis oui, effectivement, oui. Les jumelles ont quelque chose à voir à ce niveau-là pour le développement total. Donc, tant qu'à savoir là où ça va mener, il va falloir qu'on attende la fin de la série et il en reste pas long. Pour les quelques personnes qui ont levé leurs mains qui n'étaient pas dans tout le reste de la gang, là, peut-être une deuxième saison. J'ai pas écouté le dernier parce que je travaillais. Okay. Mais c'est ça, je vais l'écouter parce que je suis comme mordu. C'est une série qui, selon moi, puis je m'excuse mal, qui est, selon moi, très bien écrite, avec beaucoup de développement des personnages, puis on va en profondeur, puis ça amène quelque chose de différent aux séries qu'on connaît là, habituellement de Star Wars. Moi, justement, ça va avec l'image, parce que tu parlais du Cortosis tantôt, puis je suis curieux, parce que moi, je connais rien de Legend, là, comme puis j'avais compris que dans ma tête, c'était comme un autre Beskar, parce que ça c'est semblable, oui. Mais quand tu parlais que ça désactivait les sabres laser, pouvez-vous élaborer? Parce que moi, je connais pas ça. En fait, le Cortosis a la fonction que quand le laser le touche, ça va comme renvoyer le signal dans le cristal, puis ça va le faire choquer. Fait que c'est pour ça que ça le court-circuite, mais ça revient. C'est pas permanent, c'est temporaire, mais souvent, comme on le voit dans l'épisode 5, ça donne le temps de faire une brochette de Jedi. Parce que vous avoue que moi j'aime bien la série. Je trouve qu'il y a des petits problèmes dans l'editing des fois, puis des trucs comme ça, mais tu sais, c'est pas parfait. Mais j'ai eu bien la misère avec l'épisode 5, puis honnêtement, ça, moi, j'avais pas du tout pris ça comme ça. J'avais l'impression que c'était qu'il avait frappé les sabres laser, mais qu'il rallumait pareil. Puis j'étais comme, OK, une fois, mais là, il l'a fait à 3 personnes. Puis j'étais comme, là, quand tu dis ça, c'est désactivé. Je fais, OK, clairement, il y a de quoi dans l'editing qui était pas bon, ou j'avais trop de lumière quand je l'ai écouté. La scène est quand même dans le noir. Puis moi, j'avais pas du tout vu que ça venait du gars. Ça fait beaucoup plus de sens que ce que. Parce que c'était un des trucs que j'avais. Honnêtement, l'épisode 5, j'ai fait comme, ouh, ouais, là, je trippe moins. Il y avait comme plein de petits irritants. Puis l'épisode 6 a remonté ça beaucoup, j'ai trouvé. Mais là, juste ça, c'est comme, OK. Comme d'avoir si cette information-là. Parce que clairement, le message n'a pas passé pour moi, mais ça fait quand même plus de sens, ça.
C'est parce qu'ils l'ont pas expliqué officiellement encore. Hein, c'est ça l'affaire qu'il y a. Ils ont confirmé que le Cortosis était canon maintenant, que c'était bien le Cortosis, mais comme tu dis, quelqu'un qui n'a jamais suivi ça, il n'a aucune idée c'est quoi. Puis ça n'a pas été expliqué. J'avoue, j'étais un peu comme toi. Moi aussi, j'étais là, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que le sort ne marche plus d'un coup? Mais c'est ça. C'est en lisant par la suite que j'ai compris moi aussi. Puis ça, le Cortosis, c'est un espèce, je vais dire franchement, c'est du fanservice que Leslie Headland a fait. Puis que Pablo, parce qu'elle s'est assis avec Pablo Hidalgo, qui est le chef du lore Star Wars présentement chez Lucasfilm. Puis ils sont posé les questions comment est-ce qu'on pourrait rapporter ce genre de choses-là. Puis clairement, là, c'est le bonbon de on va aller chercher dans le Legends qui n'existe plus, puis on va le remettre là, puis on va le rendre officiel. Donc, c'est le fun pour les fans de longue date de voir ce matériel-là revenir, puis de voir aussi qu'il y a des fonctions puis des particularités spéciales comme il est fragile. Le casque se fait casser par Jackie, puis c'est comme ça qu'elle meurt. Puis c'est là qu'on a la grosse révélation de l'épisode 6, là, que ben c'est Chimera sous le casque. Et l'autre chose qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas une armure complète. Donc c'est très dur de transformer le Cortosis pour pouvoir le travailler puis faire des pièces d'armure. Donc c'est pour ça qu'il y a juste comme le casque puis un bracelet là, dans le fond là, pour être capable de bloquer puis de se défendre avec ça, mais c'est là que ça montre justement, c'est dangereux comme matériel, mais ça a aussi ses limites, donc c'est le fun. C'est un matériel intéressant à développer, mais oui, effectivement, il manquait cette information-là, puis c'est pour ça, d'après moi, JF, que le lendemain de l'épisode, ils ont fait paraître un article sur StarWars.com pour expliquer, pour confirmer que c'était vraiment du Cortosis, puis pour expliquer aussi c'était quoi. Donc, JF. Oui. Pour le futur. On avait fait une autre question. Une dernière? Non, c'est juste pour vous relancer sur c'est quoi, justement, parce qu'il y a une slide, c'est quoi que vous pensez, justement, par rapport à ce que vos spéculations et le futur de la série, justement. Ouais, c'est un peu vers ça qu'on s'en va, là. Donc, d'après toi, à quel point tu penses qu'il va y avoir de la construction autour de cette série-là? Est-ce qu'on a espoir qu'il va y avoir d'autres saisons ou est-ce que tu penses qu'ils vont comme aller vers d'autres choses par la suite? Je sais que les haters vont pas aimer ça, là, mais c'est la série Star Wars la plus écoutée sur Disney+, depuis que... Depuis Obi-Wan, je pense. Depuis le début? Depuis le début. C'est la série la plus écoutée, donc si ça connaît le succès que ça connaît en ce moment, c'est sûr qu'il va y avoir une deuxième saison. Moi, je serais pas surpris qu'ils l'annoncent à la fin de la première saison. Comme le lendemain, ils vont annoncer qu'il y a une deuxième saison. To be continued. Ouais, genre, quelque chose de même. Là, ce qui va arriver, peut-être du développement de personnages avec des comics, peut-être. Moi, je vois ça a commencé. Oui, il y a Kel Naka qui va avoir son propre comic. Je pense qu'on va développer des personnages dans les alentours. Je pense que romans, c'est sûr. Indara aussi va avoir son propre comic là, pour développer les personnages. Pour ceux qui suivent la série, le directeur de l'épisode 3, Kogonada, est le directeur du prochain épisode. Donc, moi, je le colle depuis le début. Attendez-vous à un autre épisode de Flashback. Je suis désolé, Marc. Mais je pense qu'on va... C'est le fun parce que je trouve que ça va vraiment chercher la profondeur des personnages, leur façon d'être, leur façon de penser. Puis ça nous rapproche de ces personnages-là. Puis c'est ça qui est le fun de cette série-là parce qu'on a des personnages qu'on veut voir se développer, qu'on veut voir aller à quelque part, comme Yord, qu'on aime à le détester parce qu'il est tellement comme... OK, mais oui, t'es sûr de toi, là, c'est correct, on a compris, mais t'es trop sûr de toi. Puis là, on arrive dans l'épisode 5. Crunch! Un petit règlement par torticolis. Puis là, il y a Jackie qu'on se dit « Ah, ça va être une bonne Jedi. » Et peut-être pas. Donc, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir. Moi, je dis qu'on va chercher au moins une deuxième, peut-être une troisième saison, là, tout dépendant de comment ça va aller avec ça. Juliane? Je te suis là-dessus. C'est un nouveau public aussi, peut-être un peu plus vieux. C'est une série quand même très, très violente. Ça fait différent un peu des séries familiales, un peu. Donc, oui, je pense qu'on voit que ça marche. Donc, je souhaite que ça se poursuive. Ouais. Donc, Rose, dernier commentaire? Est-ce que vous pensez que la jeune Jedi, c'est quelque chose? Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire un livre sur elle? Parce que je ne sais pas que ce serait détaillé.
Il y a de fortes probabilités qu'il fasse au moins une bande dessinée, j'ai l'impression, là, pour développer comme sa vie dans le temple Jedi. S'il y a de l'argent à faire, ouais, ils vont y aller. On connaît la recette. C'est sûr. Exact. Donc, il y a des fortes probabilités là, que ça arrive. Donc, on est à la fin de notre panel. Merci énormément à tout le monde d'être venu. Juste avant que vous vous sauviez. Seb, le DVD. J'ai des petits prix qui nous ont été offerts par la superbe équipe de Rebel Threads et notre super ami Marc Joly-Corcoran. Donc, j'aimerais ça distribuer ça à certaines personnes dans la foule. Alors, je vois qu'on a un cosplayer de Chimere. Je lui demanderai pas de se dérober, mais je vais lui offrir le merveilleux DVD Que le fan soit avec toi. Est-ce que Chimere aimerait avoir le Blu-ray du documentaire incroyable Que le fan soit avec toi? Oui? Alors voilà. Et pour les gens qui ont participé avec nous en nous posant des questions, je sais que j'ai Alexandre ici, j'ai mes deux amis qui sont là. Je vous invite à venir chercher des merveilleuses patchs qui ont été faites par Rebel Threads, qui sont du merveilleux truc de Saul. Alors, merci à vous tous. Et bien sûr, suivez-nous sur Facebook et sur YouTube pour avoir tous nos derniers épisodes. Merci beaucoup.